Président de Joie, vous êtes le président de l'Association du notariat francophone. Vous êtes le co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle Les enfants fantômes avec Abdoulaye Arissou. Pourquoi d'abord avoir écrit, travaillé sur cette question des enfants fantômes, des enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance? C'est la conjonction du hasard et de la nécessité. Le hasard d'avoir découvert cette question des enfants qui ne sont pas déclarés à leur naissance. Je l'ai découvert au Cameroun avec Abdoulaye Arissou, mon confrère camerounais, un peu par hasard en visitant un orphelinat. Et on nous a expliqué là que ces enfants subissaient une sorte de double peine, à la fois n'ayant pas de parents, mais en plus n'ayant pas d'identité. Et revenant à Paris, nous avons creusé cette question. Après l'avoir abordée sous un angle un peu juridique, la difficulté de pouvoir établir des relations humaines ou juridiques, ou voire même économiques, sans identité, nous sommes aperçus que c'était en réalité un véritable phénomène humanitaire, et que donc là, la nécessité est apparue de parler de cette question qui n'était pas si connue que cela, alors que malheureusement les chiffres le prouvent. Elle est extrêmement répandue dans le monde puisqu'on parle de centaines de millions d'enfants qui ne sont pas déclarés à leur naissance. Mais pour ces enfants, quelles sont les conséquences? Elles sont dramatiques. Elles peuvent aller du plus simple au plus compliqué. Ça va être l'impossibilité d'accéder à l'école. Ça va être l'impossibilité d'accéder à la citoyenneté. Ça va être l'impossibilité d'accéder au système de santé. Et puis pire encore, ça va être que ces enfants vont être victimes de tous les trafics possibles et imaginables, des trafics militaires. On en fait des enfants soldats dont la mort n'est jamais dénombrée puisqu'ils n'existent pas. On va en faire des enfants pour tous les trafics mafieux. Sans identité, ils ne peuvent pas se défendre. On va en faire des trafics sexuels, là aussi, sans aucune possibilité de se défendre à cause tout simplement de cette absence d'identité. Absence d'identité qui aussi leur interdit de prouver leur âge et même de faire respecter un certain nombre de législations qui exigent que pour travailler, il faut avoir atteint tel ou tel âge. Donc c'est vraiment une question totalement dramatique dont les causes sont multiples. Il y a des causes culturelles, des causes économiques, on voit cela en particulier dans certains pays d'Afrique, mais ça peut être aussi des causes d'ordre politique, comme ça a été le cas en Chine avec l'interdiction du deuxième enfant ou la politique de l'enfant unique. Ça va être également toute cette crainte que peuvent avoir certains encore de se faire ficher et qu'une fois déclarés, ils puissent être victimes d'opérations de discrimination ou de ségrégation. Et c'est pourtant extrêmement important puisque quand on voit la masse des droits qui sont inaccessibles aux enfants sans identité, on se rend compte que ces millions d'enfants, ces centaines de millions d'enfants, sont du pain béni pour toutes les organisations terroristes ou mafieuses qui peuvent se servir, je dirais, sans vergogne de tous ces enfants devenus adolescents, de les enrôler et d'en faire d'abord des victimes et puis après de les enrôler au service de leurs causes souvent funestes. Alors les notaires, et notamment les notaires francophones, ont forcément un lien direct avec l'état civil, mais comment, au-delà de cette cause pour laquelle vous vous battez, comment agissez-vous concrètement? Alors, passé le stade de la prise de conscience du phénomène, nous agissons dans deux directions. D'abord, nous n'agissons pas seuls, avec des ONG, je pense à l'UNICEF qui nous a beaucoup aidés. Nous agissons d'abord auprès des États, parce que l'état civil est une mission régalienne, qu'il ne s'agit d'ailleurs pas de pas retirer aux États. Et donc nous pouvons apporter à ces États, par cette mobilisation des réseaux et puis par de l'aide intellectuelle, des services pour leur permettre de mettre dans leur pays un état civil fiable. C'est quelque chose de possible qui n'est pas si coûteux que cela. On a l'exemple du Niger où les pouvoirs publics, ayant pris conscience de cette question, s'en sont emparés et en quelques années ont fait passer le taux d'enfants déclarés de 30% à plus de 65%. Il y a donc cette action de communication et d'aide aux États pour se doter d'un état civil fiable. Et là, nous avons été aidés, par exemple, nous avons aidé l'Organisation internationale de la francophonie qui a édité un guide, tout simplement, pour l'état civil et la protection des données personnelles.
Et puis, à côté de cela, il y a la situation de tous ces enfants qui n'ont pas été déclarés, qui sont devenus adolescents, voire même adultes, et qu'il faut régulariser. Et pour ces opérations de régularisation, où il faut aller au plus près de la population, notre implantation dans 86 pays du monde, et en particulier en pays d'Afrique francophone, nous permet de mettre à disposition de ces commissions de régularisation, qui sont constituées d'un magistrat, d'un greffier, d'un médecin, les moyens logistiques du notariat local, les moyens pratiques du notariat local, les moyens de communication du notariat local, et d'aller dans les villages pour inciter les parents à déclarer leurs enfants encore jeunes, ou même les adultes à venir se déclarer. Alors, vous parliez d'un travail de coopération avec les États, les ONG. Vous êtes également soutenu par les parlementaires francophones qui ont adopté une résolution lors de leur dernière assemblée. Tout à fait. Nous avons eu l'immense plaisir, l'immense honneur de voir l'Assemblée des parlementaires de la francophonie adopter à Berne, au début juillet 2015, une résolution à destination de tous les États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, ils sont là aussi plus de 80, leur recommandant de se doter sans délai d'un état civil fiable et de procéder effectivement aux opérations de régularisation nécessaires, affirmant ou réaffirmant que l'attribution d'une identité à un enfant est un droit de l'homme. Elle figure d'ailleurs dans la Convention internationale des droits de l'homme adoptée en 1948. Elle a été reprise dans la Convention internationale des droits de l'enfant en 1985. Et donc c'est vraiment un soutien pour nous et pour cette cause extrêmement important. Et nous avons bénéficié effectivement non seulement d'un accueil extrêmement positif des parlementaires francophones, mais d'une efficacité assez redoutable, puisque c'est en quelques semaines qu'ils se sont à la fois emparés de ce sujet et qu'ils ont fait passer cette résolution. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine mesure que les notaires, qui sont directement liés au droit, et vous notamment au droit continental, est-ce qu'au-delà des questions juridiques, vous agissez également pour le développement des pays dans lesquels vous intervenez? Tout à fait, parce que le notaire est un professionnel qui exerce sous forme libérale une mission de service public, une mission publique. Il a une délégation de l'autorité de l'État. Il est immergé dans la vie sociale, connaît donc les problématiques auxquelles sont confrontés ses concitoyens et par conséquent peut contribuer à les améliorer. Et que ce soit par l'association du notariat francophone ou pour les autres organisations internationales du notariat, nous nous efforçons d'apporter et notre expertise, et lorsqu'il y en a aussi des moyens logistiques ou techniques, pour pouvoir accomplir un certain nombre de missions, toujours au service de l'État, au service de l'intérêt général. Et en même temps, nous portons effectivement une certaine vision du droit, qui est celle du droit continental, car comme chacun le sait, il y a dans le monde deux grands systèmes juridiques, le système anglo-saxon, dit de common law, et puis le système de droit continental. Cette diversité de systèmes est d'ailleurs quelque chose d'essentiel et d'important, car rien ne serait pire que l'uniformisation. Et donc, en travaillant avec d'autres professions, avec les États, nous nous efforçons de porter les valeurs du droit continental, qui sont des valeurs de liberté et en même temps d'équilibre dans les rapports sociaux et dans les rapports juridiques entre les personnes. Alors, un de vos premiers grands projets de régularisation de l'état civil des enfants est en Côte d'Ivoire. Comment va-t-il s'articuler ? Eh bien, nous avons travaillé avec une ONG qui nous avait beaucoup aidé lors de la rédaction du livre dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, nous allons tenter une opération en Côte d'Ivoire qui sort d'une période extrêmement troublée pendant plusieurs années et qui a un double besoin, celui d'abord de reconstituer son état civil. Et donc, il faut qu'on les aide à remettre les maisons du droit qui vont pouvoir accueillir les déclarations de naissance. Et puis, parallèlement, nous allons, et là les notaires de Côte d'Ivoire seront très impliqués, de faire des opérations de régularisation pour ceux qui n'ont pas été déclarés à la naissance. Nous avons un bon accueil des États, et en particulier du gouvernement de Côte d'Ivoire, parce qu'au-delà même des questions de droits de l'homme, pour un État, avoir un état civil fiable, c'est aussi un moyen de pouvoir déterminer les politiques publiques qu'il veut mettre en place, puis les évaluer,
Parce que sans état civil, sans savoir exactement les pyramides des âges de sa population, comment monter une politique d'éducation, comment monter une politique de santé. Et donc on a une collaboration et une écoute qui est assez importante.